on a plutôt renoncé en Europe à s'armer pour préserver la paix. Oui. Il y a 30 ans, au moment de la chute du mur, on a en quelque sorte voulu récolter les dividendes de la paix. Je crois que le mot était de Laurent Fabius, d'ailleurs. Oui. Et donc, on a cessé d'investir dans une défense. C'est valable pour notre pays, un peu moins d'ailleurs pour notre pays. Vous datez ça de la autres. chute du communisme, en fait, Oui, absolument. de Et l'URSS. donc, nous vivons confortablement depuis en ayant renoncé à investir comme il l'aurait fallu Ouais. dans les outils de défense qui seuls peuvent garantir la paix. Alors la question, c'est s'émanciper ou pas, c'est d'abord se défendre. Et la défense de l'Europe, aujourd'hui, eh bien, elle prend à défaut les pays de l'Union européenne qui n'ont pas suffisamment investi, individuellement et collectivement, pour pouvoir répondre à une déstabilisation et, je le dis d'ailleurs, et je l'écris même, à une véritable offensive de la part de la Russie de Poutine, qui est expansionniste, révisionniste et qui veut déstabiliser l'Europe en remettant en cause les frontières et les traités qu'il a signés. Donc évidemment, nous sommes les alliés des Américains. Au passage, c'est quand même mieux d'être les alliés des Américains que des Russes ou des Chinois, n'est-ce pas? Je connais ces pays, la Russie ou la Chine. Je préfère être du côté de Coca-Cola et des jeans, même si de temps en temps, c'est un peu l'empire. Paraphraser le général Yakovlev, voilà, qui dit, quitte à être soumis à un empire. Il vaut mieux être dans l'empire. Mais alors, c'est satisfait. Dans quel domaine les décernez-vous à ce stade? Eh bien, je pense que l'Europe essaie de rattraper son retard. Il est considérable. C'est pour ça que on voit que dans ce conflit russo-ukrainien, les Américains sont encore beaucoup plus forts et beaucoup plus dominateurs que les pays européens. Mais nous essayons de rattraper. C'est-à-dire que d'ores et déjà, sur crédit européen, on délivre des armes à l'Ukraine, on essaie de s'organiser, on a un fonds européen de défense, on essaie de récupérer une souveraineté qu'on a laissé filer pendant des années. Alors la France, moins que les autres, c'est vrai, et c'est d'ailleurs pourquoi tous les présidents de la République, quels qu'ils soient, ont toujours plaidé pour une souveraineté européenne, parce que la France est un peu à l'avant-garde. Ceci dit, par rapport aux efforts qu'il faudrait faire, nous sommes encore très en retard. C'est la raison pour laquelle, dans l'alliance avec les Américains, ce sont eux qui dominent encore. Mais Cyril Hofstein, on aide les Ukrainiens, mais en vidant nos propres arsenaux et nos réserves de munitions. On se rend compte qu'en fait, on n'aurait pas tenu très longtemps dans une guerre classique. Alors, c'est vrai que c'est le paradoxe. L'appel des institutions européennes à l'aide à l'Ukraine était très clairement avancé sur les stocks stratégiques européens de munitions, puisqu'il y a effectivement actuellement une demande qui a été faite sur des obus de 105 mm. Je crois qu'on parle de 250 000 obus, prix de l'obus 4 000 €, et ça doit être fourni sur les fonds propres des États membres, lesquels États membres sont assez peu à accepter de fournir des armes létales, ils ne sont que 4, dont la France. Ouais. Et donc oui, ça pose des vraies questions. Ça pose aussi des questions évidemment de co-belligérance, qui sont les armes, l'arme, comment dirais-je, la manière d'avancer des menaces poutiniennes en menaçant toujours qui est engagé, qui ne l'est pas, jusqu'où allons-nous aller ou pas. Donc cette fameuse co-belligérance qui est un peu une épée de Damoclès sur les engagés. Alexis Ferchak, cette unité européenne que célèbre Jean-Dominique Giuliani, vous la voyez ou... On l'aperçoit, et c'est même plus largement, c'est une unité des Occidentaux. Oui. Pour l'instant, la Russie et la Chine probablement imaginaient que l'unité allait se fissurer. En réalité, elle ne s'est pas fissurée. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le discours de Macron, quand il s'était exprimé à The Economist en 2019, c'était pas il y a si longtemps, et où il parlait de la mort cérébrale de l'OTAN. Et il rajoutait par ailleurs, si l'Europe ne veut pas disparaître, il faut qu'elle se pense comme une puissance souveraine. Ouais. Et là, ensuite, il ciblait les États-Unis en disant qu'il fallait un désalignement des États-Unis. Et par ailleurs, il rajoutait, comme beaucoup de présidents français avant lui, il faudra se tourner d'une manière ou d'une autre vers la Russie. Et donc, le changement par rapport à aujourd'hui est absolument manifeste. Ce qu'on voit, c'est que ce discours français de l'autonomie stratégique, qui ne date pas de Macron, qui est beaucoup plus ancien, aujourd'hui, c'est ce discours-là qui, de facto, a échoué. Et il y avait une forme d'effet d'optique parce qu'on était en France, parce qu'en réalité, quand on était ailleurs en Europe,
ont regardé le projet français avec, on va dire, un manque de réalisme certain, et peut-être même que quand on était en Russie depuis longtemps, les Russes regardaient aussi en souriant, parce que il est probable que les Russes n'attendaient plus une main tendue européenne. Et donc, ce que la guerre a révélé, c'est le retour d'une structuration de l'architecture européenne de sécurité et de défense qui, depuis 1945, repose sur l'OTAN et donc sur une alliance où les États-Unis ont un rôle prédominant, à la fois par la masse de l'argent qu'ils mettent. C'est 75% du budget des pays membres de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Et par ailleurs, parce qu'il y a la question des armes nucléaires, qui est au cœur de l'Alliance, puisque 1949, c'est la création de l'OTAN, et 1949, c'est l'année où la première bombe atomique soviétique explose. Et là, on en revient, il y a une guerre conventionnelle en Europe extrêmement puissante, mais comme dit Bruno Tertrais, qui se déroule dans une ambiance nucléaire, et ce cadre nucléaire, il n'a finalement pas bougé, malgré ce qu'on pouvait penser. On va reparler de l'aspect nucléaire. Je voudrais juste qu'on écoute le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, sur la nécessité d'investir dans notre défense. The other lesson we can learn is the need to invest in our security. Even if the war ended tomorrow, it has changed our security environment for the long term. President Putin wants another Europe. He wants a Europe where he controls neighbors, and therefore we need to continue to invest in our security. Jean-Dominique Giuliani, vous la sentez, cette prise de conscience chez les dirigeants européens ? Oui, bien sûr. Maintenant, on voit qu'il y a un mouvement de réarmement général qui est d'abord national, qui est aussi à travers de l'OTAN, et quand même une compréhension petit à petit qu'il faut être plus souverain et essayer de faire des choses ensemble, ne serait-ce que dans le cadre de l'OTAN, pour que l'Europe ne soit pas totalement soumise à des décisions extérieures. Ce que je vois aussi, c'est au sein de l'Union européenne, des États qui étaient sur la frontière de l'Est, qui avaient vu venir avant les autres, avant l'Allemagne, avant la France, le danger russe, en quelque sorte. Ils avaient vu l'évolution de Poutine ces dernières années, qui, pour garder son pouvoir intérieur, avait intérêt à avoir des ennemis, en réalité. Et son ennemi, c'est l'Union européenne, parce que les Russes veulent vivre à l'européenne. Plus que l'OTAN, selon vous. Eh bien, c'est le modèle démocratique de l'Europe de l'Ouest. C'est le modèle démocratique qui vide la Russie de sa population, de ses habitants qui veulent vivre à l'européenne. C'est pour ça qu'ils désignent l'Ukraine comme l'anti-Russie. Et l'Ukraine s'est tournée vers l'Union européenne. J'ai beaucoup travaillé en Ukraine, je peux vous le dire, parce que les jeunes Ukrainiens en avaient marre des oligarques ukrainiens comme les oligarques russes, mais surtout de ces sociétés où on était toujours chapeauté, en plus qu'on n'avait pas de liberté, l'économie se portait mal, et donc ils ont choisi l'Union européenne. Et donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous, en France, on a tendance à l'oublier, parce qu'on voit les choses de manière stratégique, mais il y a les peuples aussi. Et les peuples, ils votent avec leurs pieds. Et ils viennent en Europe. On n'émigre pas vers la Russie, ni vers la Chine, d'ailleurs. Mais alors, où est-ce que l'Europe de la défense a fait des progrès concrets, là, depuis... Eh bien, là, par exemple, vous avez déjà ce qu'on appelle la Facilité européenne pour la paix, qui a été constituée à partir des budgets, d'ailleurs, des États membres. Sur le modèle de l'achat des vaccins, c'est Absolument. Où on va acheter des munitions, donc elle a été, des armes. L'idée, c'est de financer les armées qui vont intervenir à l'extérieur. Et donc, elle a été utilisée et réaugmentée plusieurs fois, 2 fois déjà, pour pouvoir livrer des armes à l'Ukraine et les payer sur des crédits de cette nature. Le Fonds européen de défense, qui, lui, a été créé il y a déjà 3 ans, l'idée, c'est de créer des armements, une industrie d'armement ensemble. On voit bien combien c'est difficile, n'est-ce pas, pour mettre nos industriels ensemble. C'est la clé, quand même. C'est la clé. Et donc, petit à petit, tout ça n'existait pas il y a 5 ans. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un effort considérable. Alors, ce qui est le plus frappant, c'est la réaction unanime des États européens face à ce qui se passe en Ukraine. Personne ne s'y attendait, comme vous l'avez dit fort justement. On sait que presque unanime. Voilà. Parfois, M. Orban est quand même un petit peu dissident. Mais enfin, bon, il ne compte pas. Il ne compte pas. Bon. Disons, franchement. On lui fera savoir. Alors, si vous voulez, j'ai fait les comptes, parce que je pensais que vous me poseriez la question.
l'Union européenne a mobilisé 67 milliards d'euros pour l'Ukraine, dont 12 milliards pour la défense. Qui aurait dit ça il y a 5 ans? Voilà. C'est pour ça que je dis que ça progresse. On le fait dans l'unité, parce que M. Orban, vous avez raison, mais enfin, les sanctions, il les vote. 1400 personnes sous sanctions, il les a toutes votées. Il ne les applique pas, mais il les vote. Voilà. Cyril Hofstein, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression, certains disent par exemple que la défense européenne a fait plus de progrès en 1 an de guerre sur le front de l'Ukraine qu'en 20 ans de palabres à Bruxelles? Alors, ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux. Maintenant, je pense qu'il faut recadrer un peu ce qu'est la défense européenne et ce qu'est l'OTAN. Oui. La défense européenne, c'est une arme diplomatique. L'OTAN, c'est 2 axes. Il y a la partie diplomatique qui est à Bruxelles et la partie de commandement opérationnel qui est à côté dans le NO, au SHAPE. L'OTAN, c'est quoi? L'OTAN, c'est un ensemble de contingents militaires prêtés par les États sur des opérations précises et définies. L'OTAN, c'est une posture de défense, avec le fameux article 5 qui est d'une clarté absolue, puisque l'attaque d'un État membre conditionne la riposte de tous. C'est le principe fondateur de l'OTAN. Mais c'est surtout aussi le renforcement d'une posture de défense. C'est ce qu'on voit actuellement à l'Est. Quand la France envoie des contingents en Estonie, etc., c'est donc le renforcement militaire aux frontières. Mais ça n'est pas ça. L'OTAN, c'est aussi... L'OTAN n'a pas de moyens propres. L'OTAN, c'est quelque chose d'assez fantasmé, en fait. Tout le monde en parle, peu de gens le connaissent. Alors, justement, vous y étiez allé en reportage juste avant l'été, et vous aviez fait un article très intéressant titré « L'OTAN sur le pied de guerre ». On ressentait cette effervescence, on ressentait cette espèce de mobilisation des membres, des 30 pays membres de l'OTAN. C'est assez difficile de la ressentir pour plusieurs raisons. Parce que l'OTAN a une autre particularité qui est très intéressante, c'est que c'est la seule institution où les décisions doivent être prises à majorité absolue. Le refus de voter d'un membre torpille littéralement la décision. Donc c'est l'unanimité. À l'unanimité. Il faut l'unanimité. Oui, ce qui n'est pas le cas. Et c'est le cas de l'Union européenne pour la politique européenne de sécurité et de défense. C'est ce qui explique aussi le blocage sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Il y a 2 pays qui refusent, la Hongrie et la Turquie, pour des raisons totalement différentes. Surtout la Turquie. Surtout la Turquie. Donc, non, l'effervescence, c'est difficile, parce que, comme le faisait remarquer le général Yakovlev, qui a eu un rôle déterminant à l'OTAN, il y a la partie émergée de l'iceberg à l'OTAN, avec toutes ces commissions, toutes ces rencontres, sous ce bruissement international et diplomatique, très policé, on n'élève jamais la voix, c'est très... On s'engueule jamais à l'OTAN. J'ai jamais vu ça. Non, on s'engueule pas en direct. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la diplomatie des couloirs, le corridor diplomatie en OTAN, où là, quand tout est terminé, tout le monde se retrouve dans les légations, dans les salons, dans les couloirs, et c'est là que la politique de l'OTAN se décide. Tu me donnes ça, je te donne ça, je prends ça, etc. En fait, c'est ça qui est très intéressant dans la manière de fonctionner de l'OTAN. Je ne vais pas me faire des amis, mais ça rappelle un peu les démocraties grecques, avec cette espèce d'agora permanente. C'est très intéressant. Mais de là à parler d'effervescence, on ne dira pas. Non, c'est très feutré, c'est à fleur et moucheté. C'est quand même... Démocratie grecque, ça vous a fait sursauter? Non, je dis, c'est quand même la première alliance militaire du monde. Ah oui, c'est sûr. Pas quand ça vous est arrivé, ça m'est arrivé, quand vous voyez des manœuvres de l'OTAN, il vaut mieux être avec que contre. Voilà, donc ça, tout le monde l'a compris. Et ça a permis aux Européens d'apprendre à travailler ensemble. C'est-à-dire que les fréquences radio, les procédures, etc., c'est celle de l'OTAN. Et tous les pays européens ont déjà cette complémentarité grâce à l'OTAN. Alors, quand en plus vous rajoutez la puissance américaine et que vous avez 3 porte-avions en Méditerranée, permettez-moi de dire, il n'y a aucun État au monde, qu'il soit Chine ou Russie, qui peut... Alexis Pertschak, il ne faut pas omettre la partie américaine, la contribution américaine, parce que si on l'enlève, l'OTAN fait beaucoup moins peur, n'est-ce pas? L'OTAN, ce n'est pas que les couloirs, c'est aussi toutes les manœuvres et donc les standards OTAN. Et donc pour les militaires français, aujourd'hui, ils parlent quotidiennement le langage OTAN et ils n'imaginent pas en fait, une absence d'OTAN. Ça n'est pas possible. Mais la conséquence de ça, c'est aussi qu'il y a parler d'autonomie stratégique européenne dans ce cadre, c'est extrêmement compliqué, ne serait-ce que pour abusif, selon vous?
Un abus de langage? Oui, mais d'ailleurs, il n'y a que les Français qui parlent de ça. Les autres Européens n'en veulent pas. Jean-Dominique Giuliani, on est sous tutelle américaine? Non. Mais c'est une tutelle qui est probablement la meilleure des tutelles, mais c'est une tutelle. La moins pire des tutelles. Il faut choisir son empire, comme vous. Oui, comme mais ça revient à dire qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. Mais non, il y a des tentatives de souveraineté européenne. Pourquoi? Parce que sur des sujets diplomatiques, on l'a vu dans les 20 dernières années, on ne peut pas dire que les Américains aient toujours eu raison. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sont trompés plusieurs fois. Y compris quand Jacques Chirac, par exemple, leur a dit qu'il ne faut pas faire deuxième fois la guerre en Irak. Bon. Et donc, voilà, il y a cette tentative menée par la France et qui, c'est vrai, pour l'instant, n'a pas vraiment abouti, mais qui, moi, je le vois, à force de fréquenter les Européens, prend corps petit à petit. C'est-à-dire que, par exemple, sur le plan économique, pour les importations, pour les terres rares, pour tous les... pour l'énergie, petit à petit, on prend conscience qu'on a besoin d'être plus autonome. Alors, on est toujours dans cette alliance militaire. Sur le plan diplomatique, on essaie d'être plus autonome. C'est, par exemple, les Thierry Breton, Madame von der Leyen essaient d'avoir une Europe plus autonome. Mais je voudrais rajouter quelque chose aussi, parce que ça, les Français l'oublient trop souvent. L'Europe n'a jamais été autonome. L'Europe a toujours été dépendante du monde entier. Dans l'histoire, depuis l'âge d'or portugais, espagnol, hollandais, les empires étaient quand même européens, oui, à une certaine époque. Mais la richesse de l'Europe, elle vient du monde entier, de son ouverture au monde. Et ça, je suis pas sûr que le monde entier soit d'accord. Pas sûr que le monde entier soit d'accord avec ça. Oui, bien sûr. Non, mais il faut le reconnaître. Donc, on ne peut pas se refermer et vivre en vase clos, n'est-ce pas? On est obligé de rester ouvert aux autres, en exportant, en important. On est dépendant. Il faut choisir nos dépendances. On ne sera jamais totalement indépendant. D'accord. Alors, on en vient à notre deuxième point. Est-ce qu'il faut élargir l'OTAN? Alors, d'une part, Suède, Finlande, on l'a évoqué, il y a quelques petits soucis avec M. Erdogan. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la Moldavie, l'Ukraine, Cyril? La réponse du secrétaire général Jens Stoltenberg, c'est oui, mais à long terme. Enfin, il parlait de l'Ukraine en tout cas, et il ne s'avance pas, parce qu'il sait aussi que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est une ligne rouge absolue pour Poutine. Ben oui, mais les lignes rouges sont franchies, je crois, déjà en Ukraine. Alors, elles sont franchies jusqu'à un certain point. On revient sur cette idée de co-belligérance. C'est dans les discours de Poutine, agiter la menace de la participation de l'OTAN fait partie de sa rhétorique. Donc, quand Jens Stoltenberg, qui est un habile diplomate, dit à long terme, il ne se mouille pas. En gros, dans les couloirs de l'OTAN, l'adhésion de l'Ukraine, c'est un peu un serpent de mer. Faut être. Si l'Ukraine avait été membre de l'OTAN, il n'y aurait pas eu la guerre. En fait, il y avait trois possibilités, rétroactivement. Il y avait une intégration immédiate de l'Ukraine et jouer sur le pouvoir de dissuasion de l'OTAN, l'article 5. Et est-ce que Poutine aurait osé attaquer l'OTAN? Quand on voit ce que vaut son armée, on peut avoir des doutes, mais ça aurait certainement... Il n'était pas forcément très lucide au départ sur l'état de son armée. C'est ça. Donc, il sait très bien ce qu'est l'OTAN, en revanche. Ouais. Hein. L'OTAN, c'est 10 fois l'armée russe. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le scénario d'une guerre conventionnelle entre la Russie et l'OTAN, la Russie se ferait très probablement écraser. Après, du coup, ça poserait un autre problème, et qu'on arriverait rapidement à une question qui est celle du nucléaire. Ouais. La deuxième possibilité, c'est celle qu'on a faite, une promesse en 2008 d'adhésion de l'Ukraine et la Géorgie à l'OTAN, mais à très long terme. Et les résultats, c'est qu'on a probablement énervé les Russes sans donner à l'Ukraine finalement les moyens de se défendre, même s'il y a eu un partenariat qui s'est renforcé. C'était Jean Glignasti, l'ancien ambassadeur français à Moscou, qui disait, en gros, la solution, c'était l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais l'OTAN est dans l'Ukraine. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute ce que dit là-dessus le président Volodymyr Zelensky. En gros, qu'à la fin, l'Ukraine sera dans l'OTAN et dans l'UE. Il a dit ça lorsqu'il est venu à Bruxelles le 9 février. Довготривалий мир в Європі встановиться лише коли Україна переможе і стане членом ЄС і НАТО. Ось таку єдність нам вдалося сьогодні побудувати. Єдність у тому, що Європейський Союз буде з нами, з Україною до перемоги України. А Україна буде в Європейському Союзі. Est-ce que l'Ukraine, finalement, est déjà dans l'OTAN? Non, on ne peut pas dire que l'Ukraine soit dans l'OTAN.
pour l'instant, si vous voulez, Poutine est focalisé sur le fait qu'il ne veut pas de troupes occidentales à ses frontières. Nous devrions pouvoir trouver un moyen d'avoir une paix. Et il avait des troupes occidentales déjà dans les Pays-Bas. Oui, mais enfin, donc il ment. Il ment une fois de plus, c'est un prétexte, etc. Et donc, il a besoin d'avoir un ennemi pour pouvoir conforter son pouvoir qui est menacé, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, si vous voulez. Et donc, oui, l'Ukraine sera membre de l'Union européenne, l'Ukraine sera membre de l'OTAN. Ça à quelle échéance vous voyez Je pense qu'il faudra beaucoup de temps, n'est-ce pas? Parce qu'adhérer à l'Union européenne, c'est déjà lutter contre la corruption. C'est un immense pays qui fait une fois et demie la taille de la France. Absolument. 45 millions d'habitants. C'est le succès de l'Union européenne. Donc, à la fois, je sais que ça frustre beaucoup les Français. On dit on va élargir jusqu'où? Enfin, les gens, ils votent avec leurs pieds. Ils veulent vivre comme nous. Et donc, le fait d'avoir à nos frontières des gens qui vivent comme nous, c'est aussi une garantie de sécurité pour nous. Donc, il va falloir qu'on trouve le moyen de les intégrer. C'est pareil pour les Balkans. Et d'avoir avec les Russes une sorte d'architecture de sécurité qui permet de vivre ensemble à côté sans se menacer les uns les autres. Ça nécessite aussi beaucoup d'évolution de la part de la Russie, qui est restée, on le voit sur la guerre, avec la manière dont ils mènent la guerre, carrément en 1945. Le problème, c'est que tous les traités de l'architecture, qui est en fait des traités russo-américains, issus de la guerre froide, ils se sont tous effondrés les uns après les autres. Commencé par 2002, c'était le traité ABM sur la défense antimissiles. Là, les Russes ont suspendu leur participation à New Start et il n'y a plus aucun traité. Le traité ANF est tombé, le traité ciel ouvert. Et justement, on est dans cet affrontement de blocs. Cyril Hofstein, est-ce que l'OTAN vous paraît être plus une réponse à la guerre froide, ou est-ce que finalement l'OTAN est devenue elle-même une cause de cette nouvelle guerre froide? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Oui, évidemment, pour Poutine et la Russie, l'OTAN serait la cause de tout. Je crois qu'il faut nuancer cela, parce que je vais surtout rebondir, moi, sur l'Ukraine dans l'OTAN. L'OTAN dans l'Ukraine. Enfin, l'OTAN dans l'Ukraine, mais de quelle Ukraine parlera-t-on et à quel moment? La question, elle est là. De quelle Ukraine parlera-t-on? Est-ce qu'on parlera de l'Ukraine réunifiée? Est-ce qu'on parlera de l'Ukraine amputée du Donbass? Est-ce qu'on parlera de l'Ukraine de l'Ouest? En fait, on s'est aperçu que il y a un nationalisme ukrainien, il y a une nation ukrainienne, mais est-ce qu'il y a un pays? Et ces questions-là, l'OTAN se pose cette question. Qu'est-ce qu'il faut intégrer? Est-ce qu'il faut intégrer une idée, ou est-ce qu'il faudra intégrer un pays? Et ça, c'est des questions qui se posent très durement à l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est le pragmatisme. Et c'est un peu le pragmatisme anglo-saxon et américain, dans la mesure où rien n'est fait qui ne soit pas mûri, rien n'est fait qui ne soit pas articulé. L'OTAN a toujours essaye d'avoir un coup d'avance, et je crois qu'il y avait eu un aveuglement de la part, c'est pour ça que je rejoins Jean-Dominique là-dessus, il y a eu un véritable aveuglement des pouvoirs politiques sur la réelle préparation de l'OTAN. J'en veux pour preuve que le renseignement donné aux forces nationales, européennes et internationales provient de l'OTAN. Hein, on le dit peu, mais l'OTAN dispose en propre d'une flotte de drones à Sigonella, à Naples, qui sont les yeux et les oreilles de l'OTAN et les yeux et les oreilles des États-Unis et du monde occidental. C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant en réalité. Alexis Ferchak, je reviens sur ma question. Est-ce que pour vous, l'OTAN est cause de la guerre froide actuelle, ou sa réponse, comme elle prétend l'être? Le problème, c'est que c'est la question de la réalité et des perceptions. Et en termes de réalité, je me souviens, j'avais écrit un article pour essayer de savoir s'il y avait une promesse de l'OTAN de ne pas élargir les frontières à l'Est. Et en fait, on se rendait compte que c'était des centaines de pages. Il n'y avait évidemment pas de promesse écrite, il n'y avait même pas de promesse orale formelle. Le consensus, c'est qu'il y avait une promesse concernant l'Allemagne de l'Est, voilà. Ça, ouais. mais qui était entre Bush père et Gorbatchev. Oui. Et le problème, c'est que les Russes l'ont perçu autrement. Et c'est un problème que les Occidentaux ont souvent dans leur relation avec le monde entier. C'est que pour eux, il y a des évidences, et pour le reste du monde, la perception n'est pas la même. Oui. Il y a une chose étonnante, les Ukrainiens aujourd'hui ont un discours, et ils réécrivent l'histoire ukrainienne comme une colonisation de la Russie, de leur pays. Et c'est un discours qui, par exemple, pourrait porter en Afrique.
Or, le discours russe, étonnamment, les pays africains qui sont assez à cheval sur leur souveraineté vu leur passé, le discours russe, qui est un discours anti-impérialiste un peu à l'ancienne, fonctionne bien, et le discours colonialiste, entre guillemets, de l'Ukraine ne prend pas. Et cette question des perceptions, on peut se demander si les Occidentaux ne l'ont pas sous-estimée. En tout cas, il y a une réalité, c'est que peut-être que l'OTAN est capable de vaincre la Russie sur le plan conventionnel sans difficulté. En revanche, ils n'ont pas été capables de dissuader Vladimir Poutine. Et ça, quand on est la plus grande alliance militaire au monde, c'est déjà un premier échec. Mais est-ce que, Jean-Dominique Giuliani, est-ce qu'on n'oublie pas dans cette logique d'affrontement de puissance, de zone d'influence, on n'oublie pas un peu les peuples concernés ? Non. Alors, ça, si je peux me permettre, c'est une vision très française. C'est pas moi qui passe mon temps dans les pays d'Europe. Je peux vous dire que pourquoi ont-ils voulu adhérer à l'OTAN avant d'adhérer à l'Union européenne ? Parce qu'ils ont vécu sous la botte soviétique. Et donc, ils ont vécu le pire. C'est pas des sociétés que moi, j'ai pratiquées derrière le rideau de fer. Ça ne peut pas être pire, sauf peut-être en Chine aujourd'hui. Voilà, ce sont des pays totalitaires. Donc, ils se sont libérés. Leur histoire est tragique. Ils sont restés du mauvais côté du rideau de fer, grâce d'ailleurs aux accords de Yalta et de Potsdam. Puisque les Américains voyaient ça de loin. Ah bon, vous voulez prendre Berlin avant nous, allez-y, etc. Staline a jeté un rideau de fer sur l'Europe. Churchill l'avait bien anticipé et avait tout fait pour l'éviter. Je vous rappelle que la France n'était pas du tout concernée. À la conférence de Potsdam, il n'y avait pas la France. Et donc, ces pays ont été du mauvais côté du rideau de fer, et dès qu'ils ont pu se libérer par la chute de l'Union soviétique, ils se sont précipités dans l'OTAN pour ne pas recommencer. Et aujourd'hui, on reproche beaucoup à Paris de dire « mais les Polonais sont déchaînés, les Baltes, les Polonais veulent leur revanche, etc. » Il faut comprendre que toute famille qui a vécu en Pologne ou dans un pays balte a connu la déportation pour des raisons absolument idiotes, imbéciles. Arbitraire, oui. Vous avez les mains propres, hop, vous partez au goulag, j'en connais, j'ai des amis comme ça. Et donc, voilà, donc maintenant, l'essentiel des pays d'Europe centrale, c'est pas leur revanche, sauf peut-être les Polonais, mais ils ont peur de voir une Russie poutinienne, expansionniste, qui réinvente l'histoire, révisionniste. Mais est-ce qu'ils ne vont pas trop loin en suggérant qu'il faille vraiment défaire la Russie ? Et certains vont jusqu'à vouloir la démanteler. Oui, absolument. Ce qu'il faut défaire, c'est sûr, pour la sécurité de l'Europe et de la France notamment, et de l'Allemagne, c'est défaire l'idée qu'on peut changer les frontières par la force. Et qu'on peut, en Europe, sur le continent, on peut soumettre un voisin par la force. Alors, il y a pas mal de pays dans le monde qui vous diront qu'on a fait ça au Kosovo. Et c'est un argument qui nous paraît complètement improbable, mais qui, ailleurs dans le monde, porte assez fort. La différence, c'est qu'il y avait un génocide en cours. Mais je suis bien d'accord, mais ce qui est... Or là, il n'y avait pas de génocide des Russes en Ukraine. Non, ce n'est pas vrai. Non, ça, je peux vous dire que non. Et quant à savoir si l'Ukraine existe ou pas, elle a effectivement connu, comme la Pologne, la Pologne n'a pas existé pendant 300 ans, l'Ukraine aussi a eu des problèmes, enfin non, c'est surtout des Tatars en Crimée, des Cosaques en Ukraine, n'est-ce pas, qui existaient avant la Russie, avant Moscou. Il ne faut pas réinventer l'histoire comme Poutine le fait et la prendre pour argent comptant. Et c'est Poutine, je l'ai vécu, c'est Poutine qui a réveillé un nationalisme ukrainien qui n'existait pas. D'accord ? Et qui est même parfois un peu extrémiste. Il n'existait pas. Et donc, ils voudront faire comme nous avons fait, nous, en 14-18. Vous avez pris la Crimée, le Donbass, etc. Vous avez pris l'Alsace-Lorraine. On veut la récupérer. Alors, allez les empêcher et allez leur dire, écoutez, soyez gentils, on va faire la moitié de l'Ukraine. Ça va être très difficile. Mais, bon, on ne va pas faire toute notre discussion sur le but ultime de la guerre menée par les Ukrainiens face aux Russes. Mais si on revient à notre thématique de la défense européenne, ni l'OTAN ni la défense européenne ne vont jamais avoir pour objectif de disloquer la Russie ou de... Non, d'ailleurs, ce n'est pas la guerre de l'Ukraine, je vous rappelle que c'est une agression russe. C'est une guerre que je dis que mène l'Ukraine face à la Russie. Se défend. Voilà. Elle se défend, absolument. Donc, la défense de l'Europe, c'est simple. Aujourd'hui, c'est l'OTAN.
Et ce qu'on essaie de faire... Hors de l'OTAN, point de salut. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut un pilier européen au sein de l'OTAN. Aujourd'hui, la défense du territoire de l'Europe, c'est l'OTAN. Il faut être réaliste, mais ce qu'il faut faire, c'est que de plus en plus, nous soyons au sein de l'OTAN une force qui compte, que nous investissions, que nous ayons des armées qui fonctionnent. Et là, à ce moment-là, on pourra avoir notre mot à dire davantage. Alors, précisément, c'est notre troisième point. Comment procéder? Quelle est la bonne méthode? Est-ce qu'il faut commencer, par exemple, par l'industrie, les industries de défense? Est-ce qu'il faut harmoniser les standards d'armes? Parce que, pour l'instant, c'est quand même un petit peu éparpillé, Cyril Hofstein. Oui, tout à fait. Alors, il y a ce fameux standard OTAN, avec cette munition pour les armes légères de 5,56, qui est peut-être remis en cause par les États-Unis, qui veulent changer. En tout cas, c'était une rumeur, mais qui reste à confirmer, qui voudrait proposer un autre calibre pour les armes individuelles, ce qui propose un nouveau standard, ce qui pose aussi la question de l'industrie, du poids de l'industrie de défense américaine. Et bien sûr, oui, il y a un réarmement qui est en cours, mais il y a aussi une autre question qu'on n'a pas évoquée sur le réarmement européen et l'armement ukrainien. C'est tous ces transferts de compétences et ces transferts de matériel qu'on n'a pas évoqués, et qui me semblent très intéressants. Pourquoi? Vers l'Ukraine, vous voulez dire. Vers l'Ukraine. Ouais. Pourquoi? Parce que ça a mis en difficulté l'Allemagne. Ça peut mettre en difficulté d'autres pays, parce que vous savez qu'il y a, sur les ventes d'armes, il y a des accords qui sont négociés entre le pays acheteur et le pays vendeur. Et dans la plupart de ces négociations-là, il est en régional proscrit de donner ses armes à autrui. Et toute la question va être de savoir quoi donner, à qui, jusqu'où, transfert de compétences, pas de transfert de compétences. Et ça va être la partie extrêmement épineuse. Mais les Européens ont quand même déjà pas mal avancé sur cette question-là, il me semble. Oui, alors, non seulement ils ont pas mal avancé, mais le préalable, c'est de prendre conscience qu'il faut réinvestir dans la défense. Certains disent qu'il faut réarmer à marche forcée. Est-ce que vous... Oui, je partage ce point de vue, et Dieu sait si je suis pacifiste. Nous dépensons plus de 35%, nous, par exemple, dans le budget français, pour la santé, la sécurité, les machins, et 2% pour la défense. Donc, et 0,8% pour la sécurité dans les rues. Donc, si vous voulez, je suis désolé, moi je veux la paix de mon pays, je veux la paix aux frontières. Il faut, si tu veux la paix, prépare la guerre, il faut être prêt à faire la guerre pour garantir la paix. Ce que nous n'avons pas fait ces dernières années. Donc je pense que c'est ça la leçon des Européens. Alors ils sont en train, ils en ont pris conscience. Donc ils réarment tous. Regardez l'Estonie où il y a eu des élections ce dimanche. La première ministre a été réélue triomphalement, elle a gagné des voix en disant on va dépenser 3% de notre richesse pour la défense, tout en accueillant plus de 100 000 réfugiés ukrainiens. Donc voilà, donc cette prise de conscience, elle est en cours, il faut la mener à bien, mais il faut savoir qu'il va falloir faire des choix. Il faut faire des choix dans nos sociétés. On ne peut pas à la fois dépenser pour avoir la paix et en même temps dépenser... avoir un budget... Des choix budgétaires, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de coordination entre les pays européens, quand même, et de compétition, et de tout simplement. concurrence, oui. De concurrence, y compris dans les domaines de la défense. Et on voit tous ceux qui se précipitent pour acheter du matériel américain, de préférence à tout autre. Il y a un point intéressant, c'est sur les questions des chars, où finalement, il y avait le char Challenger britannique, le Leclerc français, le Léopard allemand, et en termes d'ordre de grandeur, chaque pays avait à peu près 200 chars. Donc, ce qui montre vraiment la diminution des arsenaux. Mais en revanche, l'Allemagne a vendu des Léopard 2 à raison de 1700 dans l'ensemble de l'Europe. Et donc, finalement, la France pouvait faire ce qu'elle voulait. Le seul char européen qui existe actuellement, c'est le Léopard 2. Et donc, ça a posé un énorme problème, parce que nous, on ne sait pas comment renouveler nos Leclerc. Donc, il y a le projet MGCS. Et évidemment, les Allemands, entre guillemets, ils veulent un peu nous imposer, mais c'est une sorte d'état de fait. Et donc, cette concurrence, elle prospère en Europe. Est-ce que précisément, ce n'est pas la base de tout? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par bâtir, je ne sais pas, un Airbus des chars ou... Oui, bien sûr, mais on le dit, on le sait de le faire. On ne le dit pas tellement. Je ne trouve pas que ça occupe beaucoup les... Parce qu'on est aussi sur une dynamique de temps particulière. C'est que... on utilise aujourd'hui des armes qui ont été créées il y a 10 ans. Et plus. Parfois beaucoup plus. C'est-à-dire que le moment où on acte un projet d'armement, quel qu'il soit,
il y a un delta considérable. Il y a un delta considérable. Et les prochaines, enfin, ce qui va sortir de la prochaine LPM, la loi de programmation militaire, ça va conditionner sur les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Donc, en fait, il y a toujours un décalage entre le temps long de la politique d'armement, du développement d'une politique d'armement, et le temps court de son emploi. Ce que disait Alexis sur les chars Léopard 2 allemands, l'avantage de ces chars, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est que les Polonais sont familiarisés à leur utilisation et que c'est un char léger, facile, ancien et donc adapté aussi au mode de fonctionnement de l'armée ukrainienne. Après, il y a aussi un décalage pour moi important entre la cosmétique et la réalité. Je dis cosmétique pourquoi ? Parce que donner des chars Challenger anglais qui sont des chars moyens et difficile à manœuvrer, ou donner des Leclerc, où on sait qu'il y a une formation indispensable. Il y a aussi une pression politique ou une pression médiatique pour envoyer des chars qui ne servent à rien. Des chars non armés, ça sert à rien. Avoir 14 Challenger, ça sert à rien. C'est une goutte d'eau. Il vaut mieux avoir 300 Léopard. Absolument. C'est comme un pays qui voudrait acheter des sous-marins, mais qui n'a pas ce qu'on appelle une sous-marinade, c'est-à-dire des équipages. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi une espèce de surenchère sur l'aide militaire à l'Ukraine qui serait bon de nuancer et de remettre en perspective aussi sur les besoins propres des États. Alors sur ce point, qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent de toute façon, c'est pas la peine de garder nos 200 chars Leclerc parce que le front, il est là-bas. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Et en plus, sur nos 200, et on ne va pas nous envahir ici. Donc, 242 chars Leclerc. On va voir combien sont opérationnels. Ouais. Il y en a une centaine qui sont sous frigo, n'est-ce pas ? Et donc, on ne les utilise pas. Alors, mais il n'y a plus de pièces de rechange, il faut préciser, parce qu'ils faut pas en vouloir à nos militaires, depuis, ils sont là. 10 ans, 15 ans. Voilà. Nos militaires ont toujours... il faut pas on découvre quand même des choses à la faveur d'une guerre qui ne se déroule pas chez nous, mais à laquelle on est associé. On découvre des choses, quand même, c'est vertigineux. Absolument, mais ça, c'est nos responsables politiques de toute tendance qui, pendant des années, ont dit... il n'y a pas de risque de guerre, etc. Donc on aura des armées expéditionnaires pour aller en Afrique, etc. Et puis tout le reste. Alors nos militaires ont su préserver une armée complète, comme ils disent. Mais elle est microscopique dans certains domaines, n'est-ce pas ? On a des savoir-faire, on sait faire des avions de combat du meilleur niveau, on sait faire des chars du meilleur niveau, mais on ne sait pas les vendre, etc. On sait faire des missiles, etc. Et donc, on sait faire, mais on n'a pas voulu dépenser de l'argent. Alors, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, les armements les moins chers et les plus opérationnels, ils sont américains. Donc, tout le monde achète américains, les Polonais et Coréens. Et c'est les Polonais qui... Mais si les gouvernements européens, surtout ensemble, décident de mettre des moyens, croyez-moi, l'industrie européenne, elle existe. Le savoir-faire, il existe. Un pays qui met des moyens, c'est l'Allemagne, puisque le chancelier Scholz a dégagé une enveloppe de 100 milliards d'euros. Sauf qu'apparemment, il y a seulement 10 milliards à ce stade qui ont été fléchés, comme on dit, c'est-à-dire qui sont voués à des dépenses précises. Le problème de l'Allemagne, à mes yeux, le problème de l'Allemagne, c'est qu'ils ont une industrie formidable, mais il n'y a pas d'armée, n'est-ce pas ? L'armée, elle dépend du Parlement. C'est quelque chose qu'on a imposé à l'Allemagne au lendemain de la guerre. Donc, elle dépend du Parlement, elle dépend des députés, elle dépend des majorités. C'est pas une bonne chose. Voilà. Je le soupçonne dans votre... Non, je ne dis pas que c'est... Mais en tout cas, il y a... C'est pas une bonne chose pour utiliser son armée. Elle n'a pas le droit de faire la guerre. Constitutionnellement, l'Allemagne n'a pas le droit de faire la guerre. Les soldats peuvent désobéir, dénoncer leurs supérieurs. Il y a un inspecteur... Les syndicats. Ils ont des syndicats. Il y a un inspecteur de la Bundeswehr nommé par le Parlement qui est en fait le vrai ministre. Le ministre n'a pas trop de pouvoir, le chancelier pas du tout. Donc il y a plein de raisons qu'on pourrait expliquer. Et donc la Bundeswehr, elle n'est pas prête de revenir. Excité ou affolé devant ce chiffre de 100 milliards d'euros, il n'y a pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Non. Il faudrait voir dans 10 ans quand même. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de monter graduellement. Le problème, c'est qu'ils sont tellement en retard qu'au début, ils ne savent pas par où commencer. Et c'est vrai que ils vont passer à 70 milliards par an. Ce n'est pas seulement des achats de matériel qui font une armée, mais c'est toute une culture qu'il faut changer. Et c'est vrai que la Bundeswehr n'est pas en très bon état. J'ajoute que si on veut dissuader la Russie, qui est une puissance nucléaire, il vaut mieux être nucléaire que conventionnel. Donc je ne vois pas l'intérêt de dépenser 100 milliards en chars, etc. À mon avis, c'est gaspillé. Il vaudrait mieux qu'on ait
D'ailleurs, c'est la position de la France et de 4 présidents français de dire parlons de la dissuasion nucléaire. Si la France reconnaît que la sécurité de l'Allemagne dépend de ses intérêts vitaux, ça peut être plus intéressant que dépenser 100 milliards. C'est un sujet extrêmement complexe, évidemment. Oui. Hein, on ne peut pas régler comme ça sur un coin de table. Mais ça fait plusieurs présidents qui tendent la main à nos partenaires en disant mais la France reconnaît que si on envahit l'Allemagne... Macron a fait dire je ne sais pas si c'était un dérapage, mais il avait déclaré à propos de l'Ukraine que la dissuasion française ne concernait pas l'Ukraine et sa région. On lui a reproché. Ouais, on lui a reproché. Ouais, juste sur la méthode, est-ce qu'on peut bâtir une Europe de la défense, une Europe souveraine à 27 ? Ou est-ce qu'il faut passer par ce qu'on appelle des coopérations renforcées, selon De facto, c'est comme ça que ça se passe déjà. Vous voyez bien que l'Europe, dans tous les domaines, fonctionne comme ça. Elle fonctionne par quelques-uns qui montrent un exemple, qui restent ouverts aux autres. Rejoignez-nous si vous voulez pas. Le brevet européen, c'est comme ça. Le droit de la famille européenne, c'est comme ça. On est dans une Europe à la carte de plus en plus ? Il y a des objectifs, il y a des méthodes, des institutions, et après, il y a ceux qui sont volontaires et ceux qui le sont moins. Aujourd'hui, la Pologne, la Hongrie n'ont pas adhéré à Schengen, mais ils ont les mêmes problèmes pour autant. Le Royaume-Uni aussi, etc., n'avait pas adhéré à Schengen quand il était membre de l'Union. Il n'a pas réglé les problèmes d'immigration pour autant. Donc l'idée, c'est d'avancer comme ça, à quelques-uns, dans un objectif. Donc une défense européenne, c'est pas pour demain. On est très en retard, mais il faut regarder l'objectif et il faut y croire. Et je crois que... Mais ça ressemble à quoi, pardon, l'objectif vous le visualisez comment à 20 ou 25 ans ? Des regroupements industriels, avec une véritable industrie. D'accord, avec une vraie industrie de défense avec européenne. de vraies commandes, parce que pour faire vivre une industrie, il faut des commandes. C'est ça dont se plaignent nos... Et au-delà de l'appareil industriel ? Et après, il y a déjà, on ne le sait pas, il y a un centre satellitaire européen qui fait du renseignement, et on n'est pas les plus mauvais, on n'a pas autant de satellites que les Américains, mais on est aussi bons. C'est petit à petit avoir du renseignement, petit à petit avoir peut-être des corps expéditionnaires. On a décidé au printemps dernier d'avoir 5000 hommes qu'on pourrait, par exemple, envoyer en Afghanistan pour rapatrier les Européens. Voilà, ce qu'on n'a pas pu faire. Donc c'est un début, c'est lent, ce n'est pas encore au niveau de ce qu'il faudrait, mais on doit garder cet objectif. Mais un état-major européen, il y en a un, mais franchement, par rapport à l'OTAN... Oui, il y a toujours ce problème de doublons, ces doublons problème de chaîne de commandement, effectivement. En fait, j'ai envie juste de vous raconter une anecdote pour revenir un peu sur le sujet. Les officiers français, principalement de l'armée de terre, qui ont été formés dans les années 70-80, étaient formés sur le pacte de Varsovie. Et moi, je me souviens en Ukraine d'avoir rencontré un attaché de défense français et qui m'a fait visiter le musée militaire de Kiev. Et il y avait tous les blindés, tous les camions, etc. Et ce colonel de gendarmerie connaissait tous les types des véhicules. Et il les nommait, c'était incroyable. C'est une encyclopédie vivante du matériel du pacte de Varsovie. Et il a conclu cette visite en me disant, nous, on avait calculé, on savait, on avait appris à Kouetkidan qu'on avait 3 jours. 3 jours, les blindés soviétiques étaient à Paris. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un espèce de rappel de l'histoire, tout simplement parce qu'on a vécu dans une forme d'illusion, de guerre lointaine. Mais pour les officiers plus anciens, ça a toujours été là. C'est-à-dire que cette espèce de grande conversation diplomatique, politique, faut-il y aller, pas y aller, c'est très brumeux par rapport à la réalité de la formation de la doctrine française post-guerre froide. Ouais. Et ça a été totalement oublié. On parlait tout à l'heure des chars. Tous les chars européens de l'Ouest ont été fabriqués, conçus, pensés pour affronter ceux du pacte de Varsovie. Tous les régiments de chars français, de chars lourds, étaient dans les régions de l'Est. Alors la guerre est une prophétie autoréalisatrice.
Alexis Fertschein. Ça, c'est le débat entre ceux qui se qualifient de réalisme, et il y a différentes formes de réalisme, mais par exemple Védrine, Villepin, etc., qui considèrent qu'il y a une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que tout le monde finalement a joué à se faire peur depuis 1991, et on a auto-réalisé la guerre, et c'est pour ça qu'un Védrine peut aller jusqu'à dire qu'on a co-fabriqué Vladimir Poutine. Donc ça, c'est la thèse des prophètes de malheur à qui leur prophétie échappe. Et puis il y a la thèse beaucoup plus simple qui est, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et aujourd'hui, il est indubitable que le réel donne raison à ces gens-là. Alors après, ceux qui sont favorables à discuter avec la Russie disent oui, mais si on avait agi autrement, peut-être que... Et on n'aura jamais... C'est pas un peu tard pour discuter avec la Russie? Bien sûr que si. Et la grande erreur des réalistes, à mon avis, c'est qu'ils ont surestimé la volonté des Russes. Pourquoi on les appelle des réalistes, au fait? Pardon, c'est eux qui se qualifient comme ça de réalistes. Je ne suis pas sûr que ce soit très réaliste. En réalité. Mais en général, ils se qualifient de réalistes. Et leur grande erreur, c'est d'avoir cru, et ça c'était un manque de réalisme, que la Russie voulait encore... Moi, j'ai assisté à ça. Écoutez, Jacques Chirac m'avait emmené avec beaucoup de personnalité dans un de ses voyages d'État en Russie. J'étais présenté à Poutine. Donc, à cette époque-là, la France... L'homme qui a serré la main de... c'est pas... Donc, à cette époque-là, on a fait tous les efforts nécessaires pour engager la Russie, comme on disait, et notamment la France, l'Allemagne et même l'Union européenne. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a toujours dit qu'il faut essayer d'arrimer la Russie à l'Europe. Et quand est-ce que ça a vraiment déraillé? Ça a déraillé quand, après 2 mandats, Poutine a cédé la place fictivement à Medvedev et est revenu. Et la classe moyenne russe, qui grâce à Poutine avait commencé à s'enrichir, à voyager, etc., a pris ça comme un déni de démocratie. Et il y a eu des manifestations, il y a eu Navalny, il y a eu 2012, etc. Et à ce moment-là, Poutine a pris peur. Et donc, en vieil espion du KGB, en vieux policier, il a serré la vis. Et on l'a vu, nous, en Europe, puisqu'on voulait... la Commission a proposé en 1995, par exemple, de signer un accord, on avait un pacte stratégique avec l'Europe. Et qu'est-ce qui a coincé? C'est que nous avions, nous, Français, par exemple, le plus grand nombre d'entreprises à Moscou, plus que d'entreprises allemandes. Mais quand on allait en justice, la justice était complètement corrompue. On a vu des industriels importants, des commerçants importants se faire déposséder, Kalachnikov à la main, protégés par le pouvoir. Et donc, il n'y avait pas d'état de droit. Et donc, ce que l'Union européenne voulait, c'est un état de droit minimum qui respectait, bien sûr, les droits de l'homme, mais aussi la justice, la stabilité juridique. Et ça, Poutine ne l'a pas voulu. Et c'est donc, moi, je l'ai vu de mes yeux, si vous voulez. Donc les réalistes disent, on l'a fabriqué, peut-être on aurait pu mieux faire. Maintenant, on ne pleure pas sur le lait renversé. Il faut surtout dire, cette attitude est trop dangereuse. Et nous, en Europe, on ne peut pas tolérer qu'on remette en cause les traités, les frontières, et qu'un membre du Conseil de sécurité viole la Charte des Nations Unies.